Personne n'est propriétaire de l'air. L'émission qui va suivre est une traduction d'un groupe nommé Space Busters au sujet de l'arnaque au carburant des avions. Il s'agit strictement de la traduction de leur émission, et en aucun cas, je le rappelle, de mes propres propos. Nous reviendrons dans une analyse sur cette émission et sur la critique, les critiques qu'on peut en faire. Greetings, fellow air travelers. This video is for everyone. Cette vidéo s'adresse à chaque personne qui a un jour ou l'autre acheté un billet d'avion. Je vous aurai convaincu qu'il y a une tromperie qui se produit à la vue de tous et qui a un effet sur toute personne qui a un jour ou l'autre voyagé sur un avion moderne. Si vous n'êtes pas convaincu, j'espère juste que cette information aura planté une petite graine dans votre esprit et que vous pourrez en faire usage plus tard, quand d'autres choses à ce sujet arriveront à la lumière. On nous a dit que le carburant pour un billet d'avion constitue à peu près la moitié, 50%, du prix du billet. Nous avons accepté cette information comme étant vraie pendant des années. Et si cette information était fausse? Et si les compagnies le savaient et avaient choisi de ne rien nous dire? Nous avons tous monté l'escalier jusqu'à l'avion. Arrêtés dans la queue, nous avons regardé autour de nous. On regarde les ailes, on regarde les moteurs, et on s'émerveille de la taille de ces incroyables pièces de technologie moderne. Et parfois, nous voyons le carburant qui est pompé à l'intérieur des ailes. Nous n'en pensons rien de spécial. Mais qu'est-ce qui se passe lorsque nous faisons appel à notre bon sens et que nous regardons les choses sous un autre angle? L'Airbus A380 est une véritable merveille d'ingénierie. Du point de vue de la capacité, cet avion peut presque accueillir 900 passagers. Un car ordinaire accueille environ 50 passagers. Donc l'A380 peut prendre environ 18 fois la contenance d'un car. Ça fait beaucoup de gens. Selon leurs propres spécifications, l'A380 peut charger 323 525 litres ou 85 471 gallons US de carburant dans les réservoirs des ailes, ce qui nous fait en gros 260 tonnes métriques, soit 130 tonnes dans chaque aile de carburant, dans chaque aile. Alors considérons ça un instant parce que c'est vraiment très, très lourd. Ce serait la même chose que 16 bus londoniens à Impérial sur chaque aile. Ou pour le dire d'une autre façon, un troupeau de 22 éléphants adultes sur chaque aile. Qu'est-ce que vous en dites? C'est incroyable, n'est-ce pas? Mais vous pouvez lire cette information dans les spécifications de l'Airbus A380. Et vérifiez par vous-même. La plupart d'entre nous ont vu un avion en train d'être ravitaillé en carburant. Ils connectent un ou deux tuyaux sous les ailes. Ils le raccordent à une pompe à bord qui pompe le carburant à partir de réservoirs souterrains. Ça prend environ 45 minutes pour un chargement complet. Nous ne voyons jamais la quantité qui est pompée à l'intérieur parce que les réservoirs ne sont pas visibles. Rendons-les visibles. Il faudrait 16 de ces camions-citernes de 20 000 litres pour remplir la 380. Et où va tout ce carburant? Eh ben, dans les ailes, t'as dit? D'accord. Eh ben, jetons un coup d'œil aux ailes. Et vous me direz où vous pensez que tout ça va. Ceci est l'aile d'un A380. Énorme. Mettons un camion-citerne à côté. Et un autre. Et un autre. Et encore un autre, et 4 de plus, seulement pour cette aile. Et 8 de plus pour l'autre aile. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Maintenant, jetons un coup d'œil aux ailes de ces avions. Voici un nouveau modèle en train de décoller d'une façon spectaculaire. Observez l'épaisseur des ailes.
Combien de camions-citernes pourriez-vous caser dans ces ailes? Jetons un coup d'œil aux capacités de remplissage. Pour faire le plein de l'A380, ça prend à peu près 45 minutes. Pour remplir une piscine olympique, ça prend 4 jours. Cela fait 2,5 millions de litres d'eau. La capacité d'un A380 constitue à peu près 8% du volume. 8% de 96 heures, c'est 7,6 heures. Ça fait un peu plus long que 45 minutes. Donc peut-être que l'équipement de remplissage est plus rapide pour un avion que pour une piscine. Regardons. Ça, c'est le remplissage d'une piscine. Et ça, c'est le remplissage d'un avion. Pour faire le plein d'un réservoir d'un A380, en 45 minutes, il faudrait avoir une pompe et un tuyau qui pourraient pomper 7189 litres par minute. 7189 litres de carburant par minute. Jetons un coup d'œil à quelque chose qui pompe du liquide à peu près la moitié de cette vitesse. Maintenant, l'avion. Maintenant, le tuyau d'incendie. Est-ce que vous ne pensez pas que remplir cette aile avec cette pression-là risquerait de percer un trou jusqu'au plafond? C'est juste de l'aluminium. Bien, jusque-là, nous n'avons pas la place pour tout ce carburant. Un poids incroyable de carburant et une procédure de remplissage qui n'a absolument aucun sens. Quoi qu'il en soit, il est temps de regarder comment on peut bouger avec de grandes quantités de liquide. La taille d'un réservoir d'une grosse voiture est d'à peu près 70 litres. Est-ce que vous ne souhaitez pas de temps en temps que votre réservoir soit plus gros pour avoir à faire le plein un peu moins souvent? Il y a des raisons. La première raison, le poids réduirait drastiquement la performance du véhicule. Et 2, la quantité de carburant qui ballotterait dans le réservoir interférerait sérieusement avec la conduite dans les virages. Mais ça n'a pas l'air d'être le cas dans les avions qui utilisent de grandes quantités de carburant. Mais regardons ce qui se passe avec de grandes quantités de liquide. Maintenant, regardons quelques atterrissages et essayons de nous imaginer des centaines de tonnes de fuel qui ballottent dans les ailes. Je pense que vous commencez à comprendre l'essentiel de ce que j'essaie de vous dire. C'est ridicule de penser que ces avions décollent, volent, atterrissent, manœuvrent avec de grandes quantités de liquide qui bougent dans toutes les directions. La vidéo suivante provient de l'armée de l'air US et montre le remplissage et l'arrimage de grandes poches, de grands réservoirs souples utilisés pour le ravitaillement en vol. Gardez présent l'esprit que ces 3 réservoirs font seulement 9000 gallons US. C'est moins d'un dixième de tout le carburant nécessaire pour remplir un A380. Regardez le nombre de sangles pour empêcher le ballottement. Et pourtant, ces 9000 gallons prennent une bonne partie de la place à bord de cet avion cargo. Et comment diable pourriez-vous mettre 10 fois plus dans un A380? Est-ce que ça a du sens pour vous? Passons maintenant au turboréacteur. Plutôt que d'expliquer ça moi-même, je vais laisser cette courte vidéo le faire pour moi. Observez qu'à la fin, ils disent effectivement que le flux secondaire, qui est uniquement de l'air comprimé, est le contributeur principal. Hey, my atoms are shaking. Strange. It sounds far. Powered aircraft. A leap into the unknown. What on earth is a leap? Ready, we're going in. Can someone please tell me what just happened? Sure. The engine makes a plane move forward. Thrust is produced by air being pulled in by the fan blades. Then this air is ejected at greater speed through the exhaust, creating the required pushing force. This is a principle of Newton's law. For every action, there is an equal and opposite reaction. So how is this possible? General Souls, come with me to the bypass. Extreme sport freaks, with me, we'll hit the compressors, combustor, and turbines.
Advanced material and aerodynamics make the turbines much more efficient and durable. The pressure and speed of the hot gases provide the force needed to turn the turbines and its shaft, which in turn drives the compressor and fan. Come on, guys, don't hang around. We alone are responsible for 90% of the thrust from this baby. Here come those adrenaline junkies. We provided the energy to drive the engine, and they provided most of the thrust to make the aircraft move forward. Expérience montrant les effets d'air comprimé qui est relâché dans de l'air non pressurisé. Maintenant, regardons comment l'air comprimé, éjecté avec force dans l'air ordinaire, réagit. C'est une expérience que tout le monde peut faire à la maison. Vous compressez l'air dans une bouteille de plastique, vous dévissez légèrement le bouchon et regardez le résultat de la vapeur d'eau. Voici ce qui se passe quand les moteurs d'avion sont en mode de croisière. Ils fonctionnent uniquement à l'air comprimé. Et les contrails, donc les traînées de condensation, sont de la vapeur d'eau éjectée des réacteurs. Alors que de petites quantités de carburant sont nécessaires pour les accélérations, mais en mode de croisière, les moteurs utilisent très peu de fuel, ou pas du tout de fuel. On nous a fait payer des sommes énormes pour du fuel qui n'existe pas. Et on n'en a pas besoin pour faire voler ces machines incroyables. La seule chose dont on a besoin, c'est la chose la plus abondante qui nous a été donnée. De l'air. Je vais terminer cette vidéo ici avec un clip de l'A380 lors d'une démonstration aérienne qui réalise un passage au ralenti. On dirait qu'il est en train de léviter à un certain moment. Et ça, c'est le sujet de la vidéo suivante qui va impliquer nos petits amis, les bourdons. It is almost unbelievable. This, of course, is using the flight safety fly-by-wire programs that the Airbus things have installed. Overall length 73 meters, wingspan with a max risk for sure. Personne n'est propriétaire de l'air. Deuxième partie. La légende des deux Victor. Dans la première partie, un plein, 18 camions-citernes. Nous avons jeté un œil aux quantités ridicules de carburant supposément pompées dans ces avions et la possibilité que la technologie utilisée soit bien au-delà de ce qu'ils nous disent. Pour ceux qui ont manifestement mal compris la première partie, j'ai besoin de clarifier. Les compagnies aériennes affirment que ce fuel, ce carburant, constitue 50% du prix du billet. Je ne dis pas que ce carburant n'est pas utilisé. Ce que je dis, c'est que c'est une fraction de ce que nous payons et une petite part de la technologie de vol. Comme il a été dit dans la première partie, nous avons les fabricants des moteurs eux-mêmes qui nous disent que 90% de la poussée provient des moteurs secondaires à air comprimé et pas de la chambre de combustion. C'est pas moi qui le dis, ce sont les gens qui conçoivent et fabriquent ces moteurs d'avion. Donc ça doit être vrai, non ? Oui et non. Allons plus avant. Pour donner du sens à tout ceci, nous devons considérer l'idée de l'éther. L'éther était un élément totalement accepté dans le passé. Avant qu'Einstein et sa femme concoctent la théorie de la relativité très largement acclamée, tout le monde, et particulièrement les scientifiques, connaissaient l'existence de l'éther. Mais Einstein a assassiné l'éther, et tout le monde a suivi. Les technologies ancestrales utilisaient dans la conception de leurs engins et de leurs moteurs l'éther, les propriétés de l'éther. Ça, c'est ce qu'ils ne nous disent pas. La technologie de l'énergie éthérique est une menace directe pour les industries du carburant fossile qui contrôlent les économies du monde aujourd'hui.
les propriétés de l'éther. Ça, c'est ce qu'ils ne nous disent pas. De le faire volerait dans les plumes de toute la pensée scientifique contemporaine. Ils seraient obligés de reconnaître l'existence de cet élément immensément important. J'ai dit à la fin de la première partie que je ferai référence à nos petits amis les bourdons. Mais pour ce faire, je dois tout d'abord vous parler de Victor et Victor. Si vous regardez la page consacrée à Victor Schauberger, croyez-le ou non, vous allez vous rendre compte qu'il manque une information extrêmement importante. Cet homme était un maître dans l'art de décoder le secret de la nature, un écrivain prolifique, très en avance sur son temps. Et pourtant, les scientifiques du courant dominant ont choisi d'ignorer son travail et l'ont taxé de fou. Rien que ça devrait déclencher toutes les alarmes. Cet homme a dédié toute sa vie à l'étude de la nature. Et il a approfondi des choses extrêmement fascinantes. La lévitation, la propulsion par l'éther et une technologie de l'implosion, pour nommer juste certaines d'entre elles. Commençons avec la technologie de l'implosion, pour montrer qu'il n'a pas fantasmé tout ça. Comme vous allez voir dans ce petit clip, le gaz qu'elle tient suffirait normalement pour percer un grand trou dans sa main. Mais ce n'est pas ce qui se passe, parce qu'il implose plutôt que d'exploser. La force va à l'intérieur plutôt qu'à l'extérieur. Technologie de l'implosion. In 3, 2, 1. Vous pouvez juger par le bruit de l'implosion qu'il y a eu beaucoup d'énergie créée, suffisamment pour la blesser sérieusement. Mais à part être légèrement secouée, elle a l'air d'aller bien. L'essentiel du travail de Victor était à propos de l'eau, mais il a postulé et démontré que cette technologie fonctionne aussi bien dans d'autres médiums, comme l'air ou l'éther. L'air est notre médium. L'eau est le médium des poissons. Mais les deux sont intrinsèquement liés, parce que les deux médiums se comportent de la même façon quand ils sont soumis à une contrainte. Ces motifs et leurs propriétés sont utilisés par la nature, dans l'environnement, dans les arbres, les graines, les fleurs, chez les animaux. D'une façon générale, toute la nature se conforme à ces règles, et Victor l'a montré. Comme je l'ai montré un peu plus tôt, Victor a confirmé que utiliser les vortex pour un avion aspirerait littéralement l'air à travers l'éther, plutôt que de créer une poussée contre les molécules d'air. L'approche centrale de Schauberger ici était le principe de la transformation de la matière. Les éléments de la matière particulière de l'air et les gaz sont convertis dans ce répulseur. Une part s'échappe par le rotateur en anneau et l'énergie de la radiation, Schauberger parle d'électricité de synthèse, est émise à travers l'axe central. Cela crée un vide biologique le long de l'axe à travers lequel l'aéroplane est aspiré. Travers lequel l'aéroplane est aspiré. La quantité relativement modeste de carburant à bord est utilisée pour le décollage, l'atterrissage et les manœuvres au sol. C'est aussi utilisé pour le APU. Le APU, c'est l'unité de pouvoir auxiliaire qui est située à l'arrière de la plupart des avions commerciaux. C'est un petit turboréacteur configuré comme un compresseur, un générateur d'air comprimé, pour alimenter les moteurs principaux au démarrage et pendant le mode de croisière, entre autres fonctions. Je dois ajouter quelque chose dont j'ai pas encore parlé dans la première partie. Les avions militaires, comme les avions de combat, utilisent bien plus de carburant que les avions commerciaux. Ils ont besoin de puissance supplémentaire et de poussée que le combustible procure. En mode de croisière, un avion commercial n'a pas besoin de poussée supplémentaire parce que son mouvement initial est suffisant pour aspirer suffisamment d'air dans les moteurs. Juste une petite observation ici. Les moteurs sont conçus pour se trouver en avant des ailes, sur des axes. Du point de vue de l'ingénierie, ce serait beaucoup plus simple de les placer directement sous les ailes. Comme le pensent la plupart des gens, les réacteurs vomissent des masses énormes de gaz très chaud.
Si c'était le cas, pourquoi est-ce qu'il placerait les rejets directement sous les ailes, là où est censé être stocké tout le carburant? La prochaine fois que vous regarderez un avion, regardez sous les ailes et essayez de trouver les marques de brûlure sous les ailes provenant des rejets de gaz brûlant. Vous n'en trouverez aucune. La toute petite quantité de gaz éjecté à partir de la chambre de combustion est entourée d'air comprimé beaucoup plus frais. Vous ne pensez pas que ces gens devraient se trouver à l'hôpital avec de monstrueuses blessures à cause des gaz brûlants? Avant de quitter Victor numéro 1, jetons un coup d'œil à ces principes de vortex au travail, en temps réel. Si vous pensez que ces principes sont juste des théories, alors regardez bien ça. Tout comme les moteurs d'avion, la racine de Garuda San Giovanni se propulse en utilisant le médium autour d'elle. Dans ce cas, de l'eau. Comme les turboréacteurs, la racine de Garuda San Giovanni a besoin d'une petite poussée pour démarrer, mais ensuite elle se propulse indéfiniment en utilisant le médium autour d'elle, dans ce cas, de l'eau. Et malgré la force descendante de ce filet d'eau, la racine se déplace, même verticalement, exactement de la même façon que le réacteur à travers le médium de l'éther. Il y aura encore beaucoup à dire au sujet des vortex de Schauberger, au sujet de la façon dont les fabricants d'avions utilisent des forces naturelles comme assistance de vol. Regardez par vous-même le travail de Victor Schauberger et vous ferez les liens. Passons au Victor numéro 2. Victor Grebennikov est moins connu que Schauberger, mais ses recherches et ses expérimentations sont aussi étendues et importantes. Elles s'inspirent également de la nature. C'est un homme qui s'appelle Grebennikov, de Russie. Grebennikov était une sorte de scientifique non conventionnel. Il était entomologiste. Il a beaucoup travaillé avec les scarabées. Il aimait beaucoup aller aux confins de la Russie, dans tous les arrière-pays, et camper dehors l'été pour étudier son sujet favori. On dirait qu'il est contrôlé par radio, mais en fait c'est une abeille avec un petit transpondeur radar, ce qui veut dire qu'on peut suivre ce bourdon. Ce petit bonhomme peut transporter 90% du poids de son corps en pollen, et ça n'affecte pas son vol. Tout d'abord, les abeilles volent beaucoup plus vite que ce qu'on avait pensé. 30 000 par heure, c'est incroyable, même chargées à plein. Et la surprise suivante, c'est là où vont les abeilles. Elles survolent presque toujours de la nourriture potentielle, et une fois qu'elles ont trouvé leur endroit, elles font constamment la navette. Et ça, c'est vraiment le truc très intelligent. Malgré 30 miles par heure contre le vent ou vent de côté, elles volent toujours en ligne strictement droite. Le bourdon ne peut pas voler du point de vue de l'aérodynamique. Oui. Bon, que font les bourdons? Eh bien, ils lévitent. Et comment ça? Et il m'a dit, je vais vous montrer. Et il m'a montré. Il a écrit un livre, d'ailleurs. Le titre du livre, c'est « L'énergie de demain n'a pas besoin d'être du carburant ». Et dans ce livre, il a fait référence à ce dont je parle, la lévitation. Le bourdon, quand il commence à battre des ailes, il y a une petite cavité, il y a un creux. Et quand il bat des ailes, il met en résonance cette énergie, un peu comme un diapason qui résonne par sympathie. Quelqu'un qui fait un do aigu et qui brise un verre. C'est la même chose, c'est la résonance. Et il a dit, qu'est-ce qu'ils font? Ils résonnent. Et quand ils résonnent, ils atteignent finalement la résonance du champ autour d'eux. Il m'a expliqué que la Terre était bien sûr en train de tourner, mais elle opérait sur une fréquence de 8,5 Hz par seconde. Et une fois que le bourdon atteint cette résonance, il devient un agent libre et il crée une bulle magnétique autour de lui. Et il peut aller où il veut.
J'ai dit, mais ça se trouve dans aucun livre de science. Et il a dit, bah oui, je sais. Mais pourtant, c'est ce qui se passe. Ils l'ont découvert un jour et ils l'ont dit. Mais nous avons une façon conventionnelle de faire les choses et qui est diamétralement opposée. La chose importante ici, c'est les abeilles. Comme vous avez entendu, le bourdon ne devrait pas être capable de voler. Ses ailes sont beaucoup trop petites pour élever son gros corps du sol. En fait, c'est une énigme même pour les scientifiques conventionnels. Il se déplace en ligne parfaitement droite, sur des longues distances, sans aucune déviation, même avec de très forts vents de travers. À cause des fréquences de résonance produites par la vibration de leurs ailes, ils créent une bulle dans l'éther qui les protège de toute interférence extérieure. Donc la lévitation par les ondes sonores est un véritable effet. Vous voulez plus de preuves ? On a découvert que les ailes des coléoptères elles-mêmes créaient un phénomène d'antigravité sous certaines conditions. Ces technologies sont connues et utilisées dans les usines d'avions modernes. Les vortex qui sont produits contribuent aux propriétés d'élévation des avions. C'est pour ça que les réacteurs sont en avant des ailes. S'ils étaient sous les ailes, alors le vortex ne fonctionnerait pas. Il doit être devant et non pas sous les ailes. La prochaine fois que vous prendrez l'avion, essayez d'écouter le vrombissement des turboréacteurs. Il change de fréquence, de hauteur de son, quand il passe en mode de croisière et quand il en sort. Bon, c'est juste une pure spéculation ici, mais il y a des grandes cavités dans les ailes, qui sont lestées avec de l'air comprimé et pas des liquides, au fait. Et les turboréacteurs produisent un vrombissement distinct, exactement comme les abeilles. Alors la légende de nos deux Victor touche à sa fin. Bien sûr, ce ne sont que mes élucubrations et elles ne sont en aucun cas définitives. Mais les preuves scientifiques et les effets observables appuient absolument la théorie. Deux gentlemen extrêmement intelligents, dont les recherches ont été tout à fait ignorées par la communauté scientifique conventionnelle, mais les fabricants utilisent constamment la technologie pour faire voler leurs avions. Et bien sûr, c'est nous, les consommateurs, qui sommes perdants, pendant que les compagnies encaissent leurs énormes bénéfices.